Alors, bonjour à tous. On est live encore une fois dans la série d'entrevues ou plutôt de live du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. C'est avec grand bonheur que je suis devant vous aujourd'hui pour une session en fait de questions et réponses. Donc, ça peut être des questions et réponses par rapport au COVID-19, par rapport à l'immobilier en général. Je suis à votre disposition pour les 30 prochaines minutes. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, je les vois défiler juste à côté, de répondre à vos questions. Encore une fois, que ce soit relié à la crise actuelle ou non, ça va me faire plaisir. Pendant que vous préparez vos questions pour qu'on commence tranquillement à bâtir l'auditoire pour le direct, je vais vous faire un petit résumé environ de 1 à 2 minutes là, sur le point de vue des experts qu'on a interviewés cette semaine et la semaine dernière avec le club en français et le Real Estate Investors Club, qui est la division anglaise du club. Donc, un résumé, c'est sûr qu'on ne sait pas encore combien de temps tout cela va durer. On vient d'apprendre effectivement que les entreprises vont être fermées jusqu'au début mai. Donc, on ne sait pas encore jusqu'à quand ça va durer. Mais pour l'instant, je vous dirais que le portefeuille résidentiel se porte tout de même bien. Donc, de mon côté, on a presque des paiements complets. Là, donc, on se trouve autour de 90-95 de paiements dans les immeubles. Je sais que la Corpic va sortir un sondage bientôt au niveau des paiements, donc ça va être à suivre. Donc, un paiement presque complet au niveau du résidentiel. J'ai également des suites commerciales, donc des immeubles semi-commerciaux, oui, si je ne fais pas de faute de français. Donc, des immeubles semi-commerciaux dans lesquels c'est sûr que les commerces, ça a été un peu plus difficile, je vous dirais. Donc, là, c'était pas nécessairement des bonnes nouvelles de savoir que tout allait être fermé, les entreprises non essentielles jusqu'au début mai. Donc, les paiements de loyer sont difficiles. De mon côté, si je peux me permettre ma propre stratégie pour ceux qui ont du commercial, c'est d'essayer le plus possible d'aider vos commerces. Parce qu'avec la situation actuelle, c'est sûr que ça va faire très mal à l'économie et aux PME, aux entreprises. Donc, on risque d'avoir peut-être un taux de faillite assez élevé et de relouer ces locaux-là dans les situations futures risque d'être difficile. Donc, je préfère aider mes entreprises pour sauver mes entreprises, quitte à ce que ça me coûte un peu de ma poche pour être capable de les garder en opération. Parce qu'imaginez s'ils sont vacants, si je donne 1 ou 2 loyers, par exemple, je donne un exemple comme ça en l'air, mais je donne 1 à 2 loyers à mes locataires commerciaux. Si jamais ces locataires commerciaux-là font faillite, bien évidemment, je vais perdre beaucoup plus que 1 à 2 mois au niveau de la vacance là, des bâtiments commerciaux là-dessus. Donc, je le répète, en même temps que je fais une petite pause, si jamais vous avez des questions, des sujets de discussion, c'est un question-réponse aujourd'hui. Je fais juste un petit wrap-up en attendant que vous prépariez vos questions. Donc, allez-y, lancez-le. Donc, je le disais, commercial, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, je pense que Luc Poirier, que j'ai interviewé vendredi avec grand plaisir, a dit en fait qu'effectivement, les centres commerciaux, le commercial va être plus touché. Donc, peut-être une avenue intéressante serait, si le zonage le permet, de transformer des immeubles commerciaux ou semi-commerciaux en immeubles résidentiels. Ça pourrait être très intéressant. Moi, justement, je l'avais déjà fait cette manœuvre-là, de transformer un immeuble commercial en résidentiel et ça avait été très, très bien dans un secteur où est-ce que c'était difficile à l'aller. Donc, super intéressant. Et en passant, si jamais vous voulez revoir ces entrevues-là, les entrevues du club, très, très intéressantes. Ils sont tous très intéressantes, particulièrement celle de Luc Poirier, et également celle de Jacques vendredi dernier, Patrice. Évidemment, tout le monde a quelque chose à dire, mais c'était vraiment tous des belles entrevues. On a touché avec le club très fièrement près de un peu plus de 150 000 personnes qui ont vu ces vidéos-là, donc on est très fiers, on vous remercie. Et d'ailleurs, je vois qu'on vient de dépasser le 100 personnes sur le live. Merci beaucoup. Donc, allez-y, soyez pas gênés, posez vos questions, que ce soit des questions débutantes ou des questions avancées par rapport à la crise, ça va me faire plaisir. Pendant que je continue mon petit tour de roue, donc au niveau du commercial, pas du commercial, en fait, c'est terminé. Au niveau des Airbnb, ça va brasser beaucoup. C'est sûr que c'était une situation qui est très difficile en ce moment où est-ce que le tourisme
est carrément en arrêt, ou est-ce que les gens ne peuvent pas aller louer, ou est-ce qu'il y a justement une interdiction de louer. Mais avec l'entrevue avec Jean Sasseville, c'était très intéressante au fait où est-ce que les Airbnb vont se transformer peut-être plus en location long terme, donc 31 jours, 30 jours ou plus, 31 jours ou plus. Donc, ça va être intéressant parce que ça va basculer et je pense que ça va servir de tampon à tous les gens qui attendaient des logements neufs, à tous les gens qui attendaient de déménager au 1er juillet et qui n'ont pas réussi à trouver d'appartement. Donc, ça va servir de vraiment, là, ces logements-là vont servir de tampon à toute cette crise-là. Donc, on va avoir ça va absorber. Donc, tout va bien s'équilibrer dans un genre d'écosystème. Fait que très intéressant à ce niveau-là, donc au niveau d'Airbnb. Et on n'attend pas non plus à une baisse de prix, en fait, majeure, du moins. Là, on s'entend un ralentissement. Jacques, qui est évidemment fondateur du club, s'attendait à une baisse de prix. Les autres s'attendaient plutôt à une stabilisation, comme l'immobilier est une valeur refuge avec les logements résidentiels. Logements résidentiels dans lesquels on a tous besoin de vivre, évidemment. C'est un besoin essentiel comme de se nourrir. Donc, c'est une valeur refuge où est-ce que les gens vont peut-être aller se réfugier au niveau de ces immeubles-là. Peut-être juste faire attention, encore une fois, je continue mon résumé en attendant vos merveilleuses questions. Donc, de peut-être les valeurs de luxe, donc les appartements de luxe, les maisons de luxe risquent peut-être de trouver un peu, d'être un peu plus éprouvés, disons. Première question, donc merci Madalena de briser la glace. Je trouve étrange dans ce contexte, les vendeurs de multilogements ne sont pas ouverts à négocier leur prix de vente du tout. Est-ce que tout le monde s'attend à une croissance après la crise? Madalena, donc je viens de faire un peu le résumé. Selon mon avis et l'avis des experts avec qui j'ai interviewé, je ne pense pas qu'il va y avoir une si grande baisse. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on est sous-évalué à Montréal par rapport au reste du Canada, et Canada par rapport au reste du monde. On verra après la crise comment ça se dessinera. Mais comme on est sous-évalué par rapport au reste, du moins du Canada, ça reste une belle valeur où est-ce qu'il va y avoir encore un bon potentiel d'optimisation à faire au niveau de Montréal. Donc, oui, il va encore avoir des optimisations. Oui, il va y avoir encore des belles transactions. Donc, super intéressant de voir ça. Donc, on a une crise économique, mais en même temps, on a du potentiel de l'autre côté. Donc, ça va être intéressant à voir. Personne n'a de boule de cristal, mais pour l'instant, je pense qu'avec la baisse des taux, là, en ce moment, on peut signer des taux SCHL là, un petit peu en bas de 2 ou dans les alentours de 2 Donc, c'est vraiment excitant en ce moment. Donc, on a évidemment des beaux profits à faire encore dans l'immobilier, c'est sûr. Est-ce que les vendeurs sont nécessairement motivés? Peut-être, Madalena, je ne sais pas à combien de vendeurs tu as parlé. Peut-être qu'il va y avoir des vendeurs qui vont être un petit peu plus motivés. Ceux qui ont un parc commercial et résidentiel à la fois risquent peut-être de liquider un des deux pour être capable de faire survivre, donc de sacrifier quelques bâtiments pour garder le parc en vie. Peut-être, mais je pense que pour l'instant, les vendeurs n'ont pas senti cette baisse-là ou n'ont pas ressenti tout simplement une baisse de demande à cause que justement l'immobilier est une valeur refuge. Et l'entrevue avec Patrice était extrêmement intéressante à ce niveau-là, Madalena, parce qu'il disait justement la plupart des propriétaires immobiliers ne sont pas hypothéqués à 100 ils sont hypothéqués à 50 25 Il y en a d'autres qui n'ont pas d'hypothèque du tout. Donc, sont capables de passer à travers la crise assez facilement, je vous dirais. Et encore une fois, le taux de paiement est excellent au 1er avril. Voyons voir au 1er mai. Donc, les entreprises sont fermées jusqu'au 1er mai. Donc, à voir à ce niveau-là, Madalena, pour ça. Mais pour l'instant, pas encore. Je suis sûr qu'il y a des vendeurs motivés, c'est certain. Est-ce qu'il faut les trouver encore une fois? Absolument. OK? Donc, on descend ici. VIN, j'espère que je prononce bien ton nom. Je viens de passer chez le notaire le 1er avril pour signer l'acte de vente pour un duplex. Vu mes heures réduites suite au COVID, je veux reporter mon hypothèque sur ma résidence principale. Est-ce trop tôt? Et ça pourrait avoir encore un impact sur le déboursé du duplex. Je suis safe maintenant de demander le report. Question qui te revient, à savoir est-ce que tu vas avoir de la difficulté à faire tes paiements? Si oui, profite de cet outil-là
Si tu en as, si en as besoin, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à en avoir besoin. Juste se souvenir. Et là, je mets un gros bémol là-dessus. Et c'est peut-être là qu'on va voir des vendeurs motivés. Euh, donc, quand on fait un report, on ne fait pas une annulation de paiement, là. On fait un report de paiement. Donc, éventuellement, il va y avoir un mur à frapper. Et corrigez-moi si j'ai tort, mais il y a de l'intérêt qui continue à courir là-dessus. Donc, attention, là, parce qu'il y a un mur qui va éventuellement arriver. Donc, si vous êtes dans une situation un petit peu plus précaire, allez-y. Donc, demandez ce report-là. Dans le cas des immeubles où j'ai un fort pourcentage commercial, j'y songe, juste pour garder cet immeuble-là à flot avec les locales commerciales. Donc, allez-y. C'est sûr que si vous êtes capable de passer au travers, je vous le recommande de ne pas l'utiliser parce que c'est tout un système dans ce système bancaire-là. Si tout le monde demande un report pour demander un report, puis se servir de cet argent-là, puis essayer de faire un rendement ailleurs, je ne vous le recommande pas parce que ça va affaiblir le système bancaire. Mais si vous en avez besoin, moi, je pense qu'il y a vraiment aucun problème à s'en prévaloir. D'ailleurs, on avait les statistiques. J'ai vu un article dans la presse qui disait que l'Association des banques canadiennes indiquait qu'il y avait 10% de reports bancaires. Donc, je ne me souviens pas spécifiquement si c'était seulement les maisons, les multilogements, mais on parlait de 10% de gens qui ont demandé le report bancaire. Donc, à toi de voir pour la question. Richard, il y en a qui regardent. Richard, j'espère que tu es revenu au pays. Je sais qu'il a fait un grand voyage à vélo. H et Priscilla, bonjour. Est-ce que si un immeuble est rentable et légèrement sous la valeur économique, mais au-dessus de la valeur marchande, est-ce un deal quand même bien? Donc, c'est légèrement sous la valeur économique, mais au-dessus de la valeur marchande. Donc, dans ce cas-là, on est dans une situation, si on est au-dessus de la valeur marchande, sous la valeur économique, on est dans une situation où tu es en région, sûrement. Donc, en troisième couronne, si tu es à Montréal, parce qu'évidemment, on couvre tout le Québec. Ça pourrait peut-être être, en banlieue de Québec. Donc, si tu es loin, si tu payes en haut de la valeur marchande, moi, la réponse serait non, parce que c'est facile de trouver des immeubles en valeur économique en dessous de la valeur économique, mais supérieure à la valeur marchande. Allez à Shawinigan, par exemple. Pour les gens de Shawinigan, je m'excuse, c'est juste un exemple en particulier parce que c'est une ville qui est en train de se remettre sur pied où est-ce que le taux de vacances est quand même assez élevé. Donc oui, ta valeur économique va être très élevée, c'est-à-dire que la banque va t'offrir de te prêter beaucoup, mais rappelez-vous tout le temps, les banques, ils prêtent selon le plus bas du prix payé, de la valeur marchande, de la valeur économique et du ratio de couverture de dette. Donc, il y a 4 critères et ils payent sur le plus bas des 4. Donc, évidemment, si vous investissez à Shawinigan, vous avez une excellente valeur économique. C'est sûr, c'est très bon, les chiffres sont incroyables, sauf que la valeur marchande est mauvaise. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se protège parce que si elle reprend le bâtiment puis elle essaye de vendre ce bâtiment-là, évidemment, elle ne vendra pas à valeur économique dans cette situation-là, elle va vendre à valeur marchande. Donc, elle se protège à ce niveau-là, au niveau de la valeur marchande. Donc, rappelez-vous ça, les 4. Donc, le prix payé, 75% ou 85%, si je parle du CC+, de prêt sur sur la valeur marchande, 75-85% sur la valeur économique qui est calculée avec le TGA de financement, ou encore le fameux ratio de couverture de dette qui est calculé. Donc, si jamais c'est du chinois, on a toujours des cours. Évidemment, au club, on continue avec nos formations en ligne. On continue avec l'excellente formation transformée en deal des multilogements trop chers. Donc, super intéressante formation. Je n'ai pas la date. Si jamais il y a quelqu'un du club qui m'écoute, juste peut-être taper la date dans le chat pour que les gens puissent voir la date et le lien d'inscription. Donc, super intéressant, un cours de 3 heures sur ces calculs-là. Donc, pour répondre à H et Priscilla, si tu payes en haut de la valeur marchande, à moins qu'il y ait un énorme potentiel, tu pourrais te permettre de payer peut-être plus cher que la valeur marchande si, par exemple, tu divises le terrain et tu revends un terrain à côté, ou tu peux rajouter des logements où il y a un énorme potentiel, tu pourrais peut-être accepter ça. Mais en temps normal, non, c'est pas un bon deal. Je vois une couple de noms familiers qui participent. Daniel Lalonde, Charles-André Follum, hein, mon petit Bouddha qui écoute. Bien content de t'avoir parmi nous. Mathieu Groux, j'imagine. Est-ce qu'un parc de plusieurs 4plex et 5plex vont être considérés comme un achat commercial
Mathieu, Matt, là, je ne sais pas si c'est Mathieu. J'imagine que je vais t'appeler Mathieu. Donc, est-ce qu'un achat de 4 et 5 plex, normalement, quand ils sont collés, et les courtiers hypothécaires pourront te renseigner là-dessus, mais normalement, quand ils sont collés, c'est-à-dire qu'ils sont contigus, je ne sais pas si c'est ça le bon terme, si les 4 et 5 plex sont ensemble, oui, ils pourraient passer comme un achat commercial, mais si tu en as un à Rosemont, tu en as un au Plateau, puis tu en as un à Verdun, ça risque d'être difficile de faire passer ça sous un parc, du moins de ma connaissance personnelle avec les courtiers hypothécaires, ça risque d'être difficile. Le 5plex, en passant, tu peux le faire passer au niveau du commercial dans certaines banques. Le 4plex, ça va être un peu plus difficile. Le 5plex, tu peux le faire passer dans certaines banques où ça m'est déjà arrivé, histoire personnelle, d'acheter un 4plex une fois que j'avais plus de 100 logements. J'ai réussi à le passer dans le commercial, donc j'ai réussi à le faire rentrer dans mon parc immobilier. Donc, ça pourrait être une autre situation que tu pourrais faire. David Beaumont, cela vaut-il la peine de faire revoir son intérêt avec la banque, même si nous sommes en milieu de terme? David, c'est une bonne question. Oui, tu pourrais toujours. En ce moment, je pense qu'ils sont très occupés. Les gens aux banques, tu pourrais effectivement faire revoir ton terme, voir ce serait quoi peut-être ta pénalité pour un refinancement. Peut-être aller voir ça. Donc, tu pourrais faire le calcul, David. Ça vaudrait la peine. Peut-être envoyer un petit courriel. Je sais qu'il y a certaines hypothèques qui ne sont pas brisables à moins d'une vente. Donc, à toi de voir si tu veux procéder ainsi. On est super contents, 145 personnes. Merci. Wow! On avait pris certaines gageures avec Yvan, le président du club. J'avais misé 100, il avait misé 150, donc je lui dois sa gageure, il a gagné. On est très content qu'il ait gagné sa gageure. D'ailleurs, Nelson de Souza. Salut, je suis en refinancement et je me demandais si tu ferais quoi entre un variable 2% aujourd'hui et un fixe 5 ans à 3%. Nelson, je pense que Luc Poirier était assez clair là-dessus et moi aussi, je suis assez clair. Si tu peux te permettre un variable, c'est-à-dire dans le 5 logements et moins, si tu as un variable, prends un variable. Historiquement, tu vas voir le variable gagne tout le temps. Donc, 2% variable sur 5 ans. Imagine là, avant que le temps que ça va prendre, Nelson, avant que les taux commencent à remonter, tout ce temps-là, tu vas avoir payé 2%. Donc, il faudrait en théorie, le calcul 5 ans, ça veut dire que 2%, et là, je fais des approximations, là, ceux qui sont plus risques parmi vous. Imaginez, là, c'est 2%. Et là, au bout de 2 ans et demi, il faudrait que tu montes à 4% d'intérêt pour que tout ça se balance au niveau des 5 ans. Là. Parce que si ça monte à 3% ou 3,5%, tu as quand même gagné sur ton 5 ans parce que tu as été en bas de 3% pendant une longue période. Donc, imagine, il faudrait que ça aille, dans 2 ans et demi, il faudrait que ça monte à 4% les taux d'intérêt et là, tu perdrais. Donc, moi, c'est assez clair. C'est quand vous êtes capable de le faire, toujours variable. Si vous êtes capable de vivre avec le risque, okay? Il y a toujours un risque, mais au fil du temps, c'est toujours voyons, le variable, bon, je lis les questions en même temps. Excusez-moi, des fois, il faut être un petit peu multitask, il faut parler en même temps. Nelson, il demandait d'expliquer l'outil, j'imagine JLP, j'imagine que c'est JLR. Au niveau de l'outil, j'essaie de voir sur mon clavier si le R est près du P. Donc, l'outil JLR, j'imagine que c'était ça, Nelson. Donc, c'est juste une question. En fait, va voir sur le site. Le JLR est vraiment un outil complet, comparable de marché. Des comparables. Ensuite, on peut sortir une liste de propriétaires, on peut imprimer des étiquettes. Aussi, en ce moment, ça serait le temps, là, pendant que vous écoutez Netflix, là, hein, de coller des enveloppes, envoyer des enveloppes aux propriétaires, dire que vous êtes intéressé à acheter. Ça pourrait être très intéressant. Ou encore une liste de propriétaires. Et ensuite, vous pouvez aller chercher les numéros de téléphone sur 411.ca ou Canada411.ca. Ça pourrait être intéressant. Donc, ouais, bon, je viens de voir la correction JLR. Donc, voilà l'explication. Chantal, pourquoi plusieurs propriétaires ne veulent pas louer un logement aux Autochtones, mon Dieu? Je ne crois pas, Chantal, qu'il y a quelque chose par rapport aux Autochtones. En tout cas, je vais noter la question. Chantal, aux prochaines questions-réponses, je vais y revenir, mais non, je ne crois pas qu'ils ont des droits particuliers par rapport à la régie du logement, là, Chantal. OK? Donc, Clément qui demandait quand est-ce que l'entrevue a eu lieu. Elle a eu lieu vendredi. Donc, ceux qui se demandent, vous allez juste sur le site du club, le site Facebook du Club Immobilier. Vous allez là-dessus, vous regardez les différentes vidéos. Vous allez voir, il y en a plusieurs qui ont déjà été faits, dont celui de Luc, qui a été vu 45 000 fois là, aux dernières nouvelles. J'ai regardé hier soir, 45 000 fois. Incroyable. Et c'était une entrevue là, magnifique. Même chose, 45 000 au niveau de celle de Jacques. Là, super belle entrevue également. OK, on continue les questions.
Euh, donc, Madalina qui disait si on fait un rapport de capital seulement, pas d'intérêt. Je ne sais pas s'ils vont le calcul, Madalina, au niveau de si on fait un rapport de capital. Sous toute réserve, je n'ai pas été plus dans le détail parce que je n'ai pas demandé de rapport de capital pour l'instant. Ça serait intéressant de faire un calcul. Je sais que Lise, la vice-présidente du club, elle va faire de faire certains calculs de rapport, Madalina. Donc, je pense qu'on va s'adresser là-dedans. Je ne sais pas si on va reporter le capital, s'il va nécessairement avoir des intérêts qui vont être ajustés parce qu'on repart le capital. Je ne sais pas si l'amortissement va être nécessairement reporté. Donc, à voir s'il y a de l'intérêt. Donc, sous toute réserve, Madalina, là, je ne pourrais pas répondre avec exactitude sur ta réponse. Donc, on va le noter. On va essayer de vous faire des petits exemples des petits scénarios de report sur la page du club. Donc, Charles Dubois, meilleur moyen pour obtenir des comparables rapidement pour un secteur reste toujours de demander à un courtier immobilier qui connaît bien le secteur. Charles, question intéressante. Le commun des mortels n'a pas accès aux comparables vendus centrés sur Matrix, en fait, sur le réseau MLS. On n'a pas accès à ça. Donc, c'est une loi ou règlement qui nous empêche d'avoir accès à ça. Donc, c'est seulement les courtiers qui ont accès. Donc, tu peux demander au courtier, c'est quelque chose qui prend vraiment 30 secondes à faire via leur outil Matrix pour vous générer des comparables, vous les envoyer. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas gênés à le demander. Quitte à demander peut-être tout le secteur que vous voulez depuis les 2 dernières années, dépendant comment votre secteur est actif. Donc, ça pourrait être super intéressant pour vous de demander. Sinon, l'outil JLR, quand on me demandait de présenter l'outil JLR peut générer les comparables. Et ce qui est le fun avec l'outil JLR, c'est qu'il génère tous les vendus, incluant les vendus qui ne se sont pas faits sur MLS. Donc, le courtier a seulement accès aux vendus qui sont sur Centris, sur son système, sur MLS. Mais le JLR utilise plutôt le registre foncier. Donc, en utilisant le registre foncier, il a accès à toutes les informations. Donc, Richard qui est revenu au pays, bien content. Richard qui a fait un merveilleux voyage, parti de vélo. Il est descendu, je pense que c'était rendu au Mexique, Richard, du Québec jusqu'au Mexique. Magnifique voyage. François, prix des loyers présentement, j'affiche mes loyers en mode visite virtuelle, mais très peu d'appels considérant les changements à venir au 1er mai avec les Airbnb. OK. La conjoncture actuelle du COVID nous empêche de louer. J'anticipe je vais juste cliquer. Certains Airbnb vont devenir sur la location long terme. François, juste pour te dire, nous, on a loué, en fait, tout le crédit revient à ma conjointe Sandra, qui a réussi à louer 2 logements, justement en visite virtuelle ou en laissant des boîtes à clés. Donc, les gens sont allés visiter les logements où il n'y avait pas personne, donc les logements vacants. Donc, ils ont réussi à louer deux logements avec des baux électroniques. Donc, il n'y a jamais eu de contact humain dans toute la transaction. Donc, très content. Bravo, ma conjointe, d'avoir fait ça. Donc, oui, c'est possible, François, d'avoir, de faire de continuer les visites virtuelles. Petit bémol, si je reviens sur l'entrevue de Terry au niveau du Real Estate Investors Club. Si vous parlez anglais, vous pouvez aller voir la page Real Estate Investors Club. Donc, elle est gestionnaire d'immeuble et elle a loué souvent des étudiants par vidéo, donc des étudiants étrangers qui voulaient venir s'installer. Et elle disait que malheureusement, quand on louait par vidéo, souvent il y avait un haut taux de problèmes qui suivait. La personne n'aimait pas tout à fait l'appartement, l'éclairement n'était pas, la vibe de l'appartement n'était pas comme elle avait voulu. Donc, elle va toujours se rendre compte de petits détails qu'elle n'avait pas vus dans la vidéo. Et là, qu'est-ce qui arrive? Si tu trouves avoir un locataire qui ne veut plus rester là, donc un locataire qui veut quitter la place, donc là, ça cause certains problèmes. Donc, sa recommandation à elle, et savez-vous quoi, je vais vous la donner quand même, je pense aussi. Faites attention avec les locations par vidéo parce que vous risquez d'avoir quelques problèmes après ça quand les gens emménagent pour vrai dans les appartements. Donc, petit bémol. Oui, Airbnb, puis pour répondre à l'autre question, François, pour la législation pour le 1er mai Airbnb avec Jean Sasseville, ça a été déterminé qu'en ce moment, ça va probablement pas avoir lieu. Là. Donc, la régulation au niveau d'Airbnb, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter que ça. Donc, ça ne rentrera pas nécessairement en fonction là, au niveau des numéros de la CITQ, je me souviens bien. La chambre hôtelière, en tout cas, je me souviens plus, corrigez-moi si ce n'est pas le bon terme, je m'excuse, mais les numéros pour devenir une résidence de tourisme. Donc, ça ne rentrera pas en compte. Donc, est-ce que les Airbnb affectent nécessairement le marché, François? Je ne pense pas. Je pense plus que c'est les gens, ils ne sont pas en mode recherche nécessairement en ce moment.
OK. Merci, Sandra, qui vient de répondre. Donc, la formation transformée en deal des multilogements trop chers. Donc, on parle d'optimisation. C'est le 22 avril en ligne, donné par moi, que ça vous plaise ou non. Donc, je serai votre hôte pour les 3 heures virtuelles qu'on va faire ensemble. Et donc, on va faire quelques exemples justement de propriétés qu'on achète qui sont en fait très chères, donc par rapport à la valeur économique. Normalement, en bas ou à valeur marchande est très en haut de la valeur économique et on réussit à optimiser ces bâtiments-là. Très intéressant. Donc, voilà. Patrice qui disait variable en tout temps. Marie-Josée, bonjour Marie-Josée. Pourrait être difficile pour ceux qui cherchent un logement. Y a-t-il un risque que nos locataires qui n'ont pas trouvé des logements le 1er juillet, mes logements sont reloués? Oui, Marie-Josée. Donc, il y en a certains propriétaires, hein, parce que ça va causer une certaine congestion. Tout ça au 1er juillet. Il y en a qui, ça ne sera pas livré. Il y en a qui vont être reloués. Dans notre cas, à nous, on a fait basculer certains locataires pour des logements qu'on savait qu'ils étaient vacants. Donc, on a déjà prévu le coup pour faire une certaine enchaîne avec tout ça. Il y avait une stratégie qui a été encore une fois présentée par Terry, coach anglaise. Elle disait de reporter ses baux, en fait, les départs au 1er septembre. Donc, si les locataires sont confortables avec ça, de reporter certains départs au 1er septembre. Donc, ça va éviter toute une cohue au 1er juillet là, de tout le monde qui essaie de chercher un appartement à ce moment-là. Donc, 1er septembre, je pense que c'est une bonne stratégie. Donc, de contacter vos locataires qui désiraient quitter en juillet, de dire est-ce que vous voulez quitter en septembre à la place pour laisser passer tout ça? Je trouve que c'était une stratégie très, très intelligente de sa part. Donc, peut-être d'essayer de différer ça, peut-être au 1er août, 1er septembre. Donc, ça va laisser le temps à la crise de passer. Ça va laisser le temps à faire la relocation correcte sans avoir besoin de le faire en vidéo. Donc, vous allez être gagnant. Vous allez faire une relocation un peu plus poussée, un peu plus j'allais dire intelligente, mais un peu plus poussée, tout simplement. Je pense que c'est assez pour vos logements. Donc, on continue. Félix, dans le cas d'une conversion semi-commerciale vers résidentielle, quels sont les frais à considérer? Et commercial, ça fonctionne comment? Taxes, frais à la ville. OK. Donc, dans une conversion, c'est très important de comprendre quelque chose. Il va y avoir une auto-cotisation qui va se générer. Donc, vous achetez un immeuble commercial, vous changez sa vocation dans une vocation résidentielle. Donc, je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Je ne suis pas avocat fiscaliste, je ne suis pas fiscaliste du tout. C'est pas mon métier. Je suis un ingénieur qui a fini dans l'immobilier. Mais faites attention. Donc, prenez ça en compte. Parlez à votre avocat fiscaliste parce qu'il va vraiment avoir une transition. Donc, vous allez payer des taxes sur la nouvelle portion de résidentiel. Vous allez pouvoir réclamer, évidemment, les taxes sur les travaux que vous avez faits pour faire cette transformation-là, mais vous allez payer des taxes sur la nouvelle valeur. Donc, consultez votre avocat fiscaliste. D'ailleurs, je fais une petite blague. On commence à avoir beaucoup de sujets de fiscalité qui commencent à apparaître. Donc, je fais un petit clin d'œil à Richard Damour. Il ne sait pas encore, mais il va être bientôt l'invité d'un Facebook Live. On va essayer de l'avoir la semaine prochaine parce qu'il y avait beaucoup de questions au niveau du 2000 $. Est-ce qu'on a le droit, si on travaille dans l'immobilier ou non, si on fait du Airbnb. Donc, il y avait des petites questions fiscales qui vont être à répondre bientôt. J'aimerais ça répondre également. Je vois là, vous commencez à vous emballer dans les questions. On va garder ça short and sweet aujourd'hui. Donc, on va garder ça 30 minutes. Vous pouvez garder vos questions pour une autre question-réponse. Mais on va en faire d'autres tout au long du mois de confinement, inquiétez-vous pas. Mais je voulais répondre à une question qui était assez spéciale. Donc, quelqu'un qui m'avait écrit personnellement, qui m'avait dit, j'ai un de mes locataires qui est parti en ambulance. À l'époque, il croyait que le décès était relié au COVID, mais finalement, ça ne l'est pas. Mais si vous avez un de vos locataires qui décède relié du virus du COVID-19, que faire? Je me suis renseigné sans donner des avis juridiques ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon intention, mais j'ai été voir sur la page du gouvernement qui vient de créer le panier bleu, hein, qui est une excellente initiative. Je suis vraiment content pour avoir vu mes parents évoluer dans une compagnie de vêtements et faire la fabrication locale depuis des années. Je trouve que c'est vraiment bien d'acheter local, donc bravo. Et sur ce site-là, il y avait une section d'aide qui mentionnait, et encore là, je ne suis pas médecin, je fais juste citer le site Le Panier Bleu qui disait que les virus sur une surface sèche ne vivaient que 3 heures. Donc, si vous avez un décès de locataire, premièrement, allez voir sur le site de la régie là, pour voir comment fonctionnent les successions, si c'est la même chose pour tout le monde. Et est-ce que vous pouvez aller visiter le logement?
ben écoutez, si vous n'êtes pas confortable, attendez un certain nombre de temps, mais sur des surfaces sèches, donc sans l'apport d'un humain qui transporte ce virus-là sur les surfaces sèches. En tout cas, encore une fois, c'est le gouvernement qui le dit, là, ne me lancez pas des injures ou quoi que ce soit. Je fais juste référer ce que j'ai lu sur le site du gouvernement. Donc, il ne semblait pas vivre très, très longtemps sur les surfaces sèches. Donc, vous pourriez effectivement commencer à procéder à la relocation de tout ça. Et on pose la question, est-ce qu'on doit dire qu'il y a eu un décès de la COVID? Absolument pas. Donc, dans le cas des logements, dans le cas des maisons, vous devez reporter une mort violente, donc suicide, meurtre. Dans le cas des baux, on n'a pas besoin de faire cette déclaration-là. Et de toute façon, ce n'est pas une mort violente. C'est une mort qui a eu lieu à l'hôpital, donc c'est une mort par maladie. Donc, il n'y a pas rien à dévoiler là-dedans. Je vais prendre une dernière question. Ken, je vois que, mon Dieu, si vous êtes emballés, gardez-les, OK? Parce qu'on va essayer d'en faire plusieurs. On essaie de les garder courts, les petits questions-réponses pour vous donner le plus d'infos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garder. Enfin, on va les lire dans les commentaires. Puis dans le prochain question-réponse, on va répondre à vos questions. Donc, on va garder tout notre momentum. On a le temps de se former. C'est le fun. On continue à regarder des vidéos. Donc, on essaie de le garder 30 minutes pour respecter le temps de dîner de tout le monde. Dernière question, Ken. Bonjour, pensez-vous que le secteur Plateau-Mont-Royal à Montréal va continuer à avoir ses loyers montés puisque les loyers de ce secteur sont déjà élevés en général? Ken, je reviens à la réponse de Luc là-dessus. Donc, tout ce qui est loyer de luxe risque de peut-être d'être affecté si la crise dure longtemps parce que les gens vont peut-être vouloir réduire leurs frais. Donc, de passer des logements à 2500, 3000 $, peut-être à des logements à 1500, peut-être descendre de gamme. Donc, les produits de luxe, hein, dans des crises, c'est toujours les premiers à partir. L'immobilier n'en fait pas exception. Donc, sur ce, je vous remercie de vous avoir posé toutes les questions. Mon Dieu, j'ai passé les 7 premières minutes sans questions et là, je ne suis pas capable de voir toutes les réponses. Il y a 74 nouveaux commentaires que je n'ai pas eu le temps de lire. Je m'excuse, mais je vous promets qu'on va y répondre au prochain questions-réponses qui va avoir lieu sûrement la semaine prochaine. En attendant, soirée mensuelle du club, on la fait live, ça va être absolument extraordinaire. Demain, 8h30, on va avoir des investisseurs immobiliers, on va avoir on va avoir 1000 logements en discussion sur le panel. Donc, ça va être super intéressant d'avoir ces discussions-là avec tous ces panélistes-là, comment ils gèrent la crise, comment ils voient leur expansion à travers ça. Donc, Catherine Labonté, Jean-François Picard, les deux de Québec, pas Michel Humaine, plutôt Jean-Pierre Campeau de Onyx, qui va être parmi nous, donc il va nous parler du commercial. Ça va être super intéressant. Et il va y avoir également Frédéric Aubry, bon ami à moi, qui va être sur le panel pour discuter comment ça se passe avec tout ça. Ensuite, on a mercredi la formation des jeunes à 2 heures. Donc, si vous avez des jeunes de 12 à 18 ans, faites-leur suivre la formation. Super intéressant, donné par moi. Encore une fois, que ça vous plaise ou non. Donc, 1h30 sur l'initiation à l'immobilier. Et on avait des questions, si je n'ai pas 12-18 ans, si j'ai 22 ans, je peux suivre la formation. Oui, il n'y aura pas de contrôle de pièces d'identité à l'entrée. Allez-y, amusez-vous, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir. Et ensuite, jeudi, on a le président de la Chambre des notaires, super content. Donc, tout ce qui est cette signature électronique-là, comment ça se passe? Les nouvelles mesures, est-ce que ça va durer? Est-ce que les notaires sont un service essentiel ou non? Super intéressant. Et vendredi, j'ai reçu un bon ami à moi, Danny de Ziplex, qui a commencé à compiler les statistiques sur les loyers. Donc, Ken, ça pourrait un peu répondre à ta question aussi, voir c'est quoi la demande au niveau des loyers, c'est quoi les prix, comment ça s'est ajusté pour l'instant avec tout ça. Donc, sur ce, je vous remercie infiniment. Yvan, tu as gagné ton pari. On a été 150 aujourd'hui. Merci encore. On garde vos questions en banque. On va y répondre aux prochaines questions-réponses. Restez branchés sur la page du club pour avoir tous les détails pour les prochains événements. Sur ce, je vous dis merci, au revoir et passez une magnifique journée. Quelle journée extraordinaire à l'extérieur. Bye bye.